Vous avez été nombreux à montrer un intérêt particulier par rapport à cette étape précise de la réalisation des travaux. Il s'agit notamment de la disposition des poutres. Je rappelle que les poutres sont faites en atelier et puis elles sont levées, bien que certaines poutres sont tissées sur place, parce que parfois on ne souhaite pas couper certaines poutres pour pouvoir enfiler d'autres et faire des recouvrements par la suite. Il y a bien des zones où nous voulons éviter ce genre de recouvrement, bien que cela ne pose pas vraiment problème. Vous avez donc le ferraillage des poutres qui se poursuit. Nous l'avons expliqué. Nous avons 4 armatures principales, autrement dit l'ossature de la poutre. Par la suite, nous viendrons donc mettre des aciers de renfort. Ces aciers seront positionnés en fonction des travées. Vous avez des travées qui auront donc des aciers, 2 autres filants, et puis vous aurez des chapeaux par la suite. Je comprends que plusieurs personnes rejoignent l'aventure en cours, mais ne vous arrêtez pas souvent à une de nos vidéos pour pouvoir tirer des conclusions. Parce que précédemment, nous avons expliqué que pour les chapeaux, par exemple, que ce soit au niveau des porte-à-faux ou bien de d'autres poutres, nous comptons sur les chutes qu'on aura lors de la coupe des nervures. Il n'est donc pas intéressant de prendre une barre de 12 mètres et de se mettre à couper des morceaux de 1,50 ou alors de 2 mètres. On préfère donc compter, parce que cela ne manque pas, sur les chutes qu'on aura lors de la coupe des nervures pour pouvoir faire cela. Et parfois, pour gagner en temps, on sait que le ferrailleur peut s'occuper à mettre les renforts du bas le temps que l'équipe de coffrage démarre donc avec le coffrage du demi-chaînage. Naturellement, d'ici là, nous allons mettre les tuyaux de réservation PVC et par la suite, nous allons donc passer à l'étape du demi-chaînage. Et pour cela, il est important de pouvoir travailler avec le trait de niveau parce que c'est lui qui va assurer à la dalle d'avoir le même niveau ou alors la même horizontalité en tout point. Revenons donc sur la poutre. Vous vous demandez certainement comment fonctionne une poutre. Déjà, nous avons des poutres de 15 par 40. 15, c'est la base, 40, c'est la hauteur. Là, c'est béton fini. Nous faisons le 4 à 10 par 35 en prévoyant un enrobage de 2,5 de tous les côtés. Vous avez donc la poutre. Il faut rappeler que la poutre est soumise à différentes charges, notamment les charges permanentes et les charges d'exploitation. Quand on parle de charges permanentes, ce sont ces charges que la poutre va donc supporter durant toute la durée de vie du bâtiment. Quand on parle de charges d'exploitation, ce sont donc des charges qui seront très souvent variables. Parlant de charges permanentes, on aura par exemple les enduits en sous-dalle, c'est-à-dire le crépissage qu'on vient faire au-dessous de la dalle. Parce qu'il faut le dire, la poutre porte la dalle et tout ce qui va avec. La poutre-ci, par exemple, on va prendre cette poutre-là. Elle est posée sur 2 autres poutres. Elle va recevoir la moitié, parce que les nervures iront dans le sens de la petite portée. Elle va recevoir la moitié de ce que nous avons à l'extérieur et la moitié de ce que nous avons sur cette distance-ci. Elle va donc supporter la moitié de part et d'autre. Quand on parle donc de charge permanente, il s'agira donc du crépissage qu'il y aura en dessous de la dalle. Il s'agira du revêtement, c'est-à-dire les carreaux qu'on mettra au-dessus de la dalle. Il s'agira du poids propre de la poutre, mais également de la charge du plancher, qui, elle, est une charge surfacique. Dès lors, parlons maintenant de charge d'exploitation. Vous avez les meubles qu'on mettra au-dessus pour pouvoir utiliser la cuisine. Ça peut être la cuisinière, ça peut être le frigo, ça peut être le réfrigérateur et vous avez les personnes qui y vivent. Ces charges sont des charges d'exploitation simplement parce que parfois le plancher pourra être déchargé si un habitant vit et après il quitte. Automatiquement, cette charge n'existe pas. À ces 2 charges, on applique donc des coefficients qui sont donc pris en compte dans le dimensionnement de la poutre. Mais il faut rappeler qu'avant de parler de dimensionnement de la poutre, il y a un prédimensionnement. Le prédimensionnement, c'est donc
Lui, ou alors c'est donc cette opération qui consiste à définir la base et la hauteur de la poutre. Ce prédimensionnement dépend uniquement de la longueur de la poutre entre deux appuis. C'est pour dire quoi? Vous avez par exemple cette poutre entre ces deux poteaux. On va prendre cette distance. On va compter les parpaings. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Avec le demi là-bas, on va dire 8. Vous avez 8, le parpaing fait 40. 8 fois 4, 32. Vous avez 3 mètres 20. Vous allez donc avoir 3 mètres 20 que vous allez encadrer parce que la hauteur d'une poutre est comprise entre L sur 12 et L sur 15. Vous allez donc encadrer 3,20 divisé par 12 divisé par 15 et la hauteur doit être comprise dans cet intervalle. Et puis un coefficient définit maintenant le rapport entre la hauteur et la base. Ce n'est que là que vous verrez si la base peut aller à 15 parce qu'il ne faut pas prendre des bases fantaisistes parce que sur le marché nous avons des parpaings de 15, des parpaings de 12 mais également des parpaings de 20. Si vous prenez par exemple une base de 14, au lieu d'arrondir à 15, vous vous retrouvez donc avec naturellement une valeur dont vous n'aurez pas le parpaing sur le marché, à moins que vous optiez pour un autre matériau, notamment le bois ou encore je ne sais trop quoi. C'est donc le prédimensionnement qui va donc définir la base et la hauteur de la poutre. Vous avez des poutres de Carane et je suis surpris que certains internautes parlent donc d'acier de peau et de bien d'autres. On va s'arrêter là pour cette première sortie et on se fera le plaisir dans une autre sortie de continuer à décrypter un certain nombre d'éléments concernant cette aventure que nous avons décidé de partager avec vous. D'ici là, l'équipe de ferraillage aura ajusté ces différents éléments et l'occasion nous sera donnée de continuer à partager avec vous ce que nous avons appelé les bonnes pratiques en termes de construction. Merci et à très bientôt.